est aujourd'hui la loi 40 sur l'abolition des commissions scolaires, la sécurité des cyclistes sur la route, le questionnement sur la ville de Sherbrooke sur son plan de développement et sur notre bateau, M. Gilles Normand, ex-président du Conseil des commissaires de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles de l'édition du 27 février 2020. Le 8 février dernier, la loi 40 du gouvernement du Québec a été adoptée, modifiant principalement l'organisation et la gouvernance scolaire. Les modifications prévues seront appliquées graduellement d'ici le 1er juillet 2020. Mais que se passera-t-il avec nos commissions scolaires? Cédric Bélanger, Marajad Bourassa et Frédéric Lessard nous résument la situation. Effectivement, la loi 40 a été adoptée le 8 février dernier. Cette loi modifie principalement les commissions scolaires qui seront transformées en centres de services. Nous avons rencontré Jacinthe Cloutier, enseignante du cours de droit, et Christian Provencher, directeur général de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. D'un point de vue juridique, c'est une loi qui est légale, donc qui a été acceptée, votée par le gouvernement. À ce moment-là, les décisions vont plus être gouvernementales plus que juridiques. Mais ça reste que c'est un gros projet de loi, c'est une grosse loi, ça ratisse autour de 80 lois en lien avec l'enseignement. Fait que c'est inquiétant. Beaucoup d'enseignants qui se sentent un petit peu perdus. Est-ce que ça va être pour le bien des élèves et le bien des enseignants aussi à suivre? Le principal changement actuellement, c'est qu'il n'y a plus de conseil des commissaires, il n'y a plus de commissaires. Tous les pouvoirs du conseil des commissaires sont à moi actuellement. Et on doit trouver un autre mécanisme qui nous permet de prendre des décisions. Un défi que nous allons avoir, c'est de mettre en place un nouveau conseil qu'on appelle un conseil d'administration. Mais un des grands défis, c'est de s'assurer que le conseil fonctionne bien, notre nouveau conseil, et que ça soit en symbiose avec l'organisation actuelle. Reste à savoir quels seront les impacts avec l'adoption de cette nouvelle loi. C'était Cédric Bélanger, Frédéric Lessard et Marajad Bourassa pour la salle des nouvelles. Les cyclistes sont-ils toujours en sécurité sur nos routes? L'événement Ne touche pas à Manouille avait pour intention de sensibiliser les automobilistes à respecter leur distance avec les cyclistes. Annabelle Marcoux, Sarah Châteauneuf et Noémie Bédard sont renseignées sur le sujet. Le 14 février dernier a eu lieu un rassemblement de cyclistes. Ils partaient vers 16h45 et roulaient aux alentours de l'école Montcalm. L'événement avait pour but de sensibiliser les automobilistes afin qu'ils gardent leur distance avec les cyclistes. Oui et non, ça dépend comment que les gens, les cyclistes se comportent. Il faut s'entendre qu'on est quand même avec des véhicules. Quand ils restent dans l'accotement, c'est quand même déjà mieux ou dans les voies réservées aux cyclistes. Mais quand ils s'intègrent à nous, qui nous coupent ou qui nous interceptent, en fait, c'est ça qui devient dangereux. C'est toujours d'être plus vigilant, c'est sûr. Mais c'est ça, ce serait peut-être d'avoir des chemins plus grands pour que tout le monde puisse être adapté. Pour un cycliste qui enfreint la loi, c'est des amendes. C'est pas de dossier criminel, c'est entre 80 et 100 $ par infraction. Non, mais là, on est plus du côté de l'amende que le policier va donner, donc perdre des points. Et là, ça varie vraiment là, de l'infraction en soi. C'est un meilleur partage de la route, donc on va demander de respecter une distance. Si c'est moins de 50 km, d'avoir 1 mètre de distance entre le véhicule et le vélo. Si c'est pour une route de plus de 50 km, c'est 1,50 m. Selon nous, il est possible d'obtenir une collaboration entre les automobilistes et les cyclistes si ces deux parties veulent bien s'entendre. C'était Annabelle Marcoux en direct de la salle des nouvelles de l'école secondaire de La Montée. Selon quelques conseillers municipaux, la ville de Sherbrooke a fait face, en ce moment, à un manque de plan de développement. Pour les 5 prochaines années, rien ou presque rien n'est prévu pour la ville. Le maire Steve Lucier ne semble pas agir pour remédier à la situation et les députés annoncent le manque d'organisation du maire. Les journalistes Mariana Lacroix-Champagne, Arnaud Graveling et Bohan Croteau s'entretiennent avec Evelyne Bourdin, conseillère municipale, pour nous en apprendre davantage. Steve Lucier, maire de la ville de Sherbrooke, s'est fait reprocher de ne pas avoir de plan pour les 5 prochaines années. Je vous ai interrogé Mme Evelyne Baudin, conseillère municipale du district du Carrefour, pour savoir qu'est-ce qu'elle pensait de cette problématique. La problématique actuelle, c'est qu'il manque de planification stratégique. Donc, le fait qu'en ce moment, on a de la misère à savoir vers où on s'en va, c'est quoi les priorités. Et je pense que dans la population, c'est difficile de voir où on s'en va. On dirait qu'il manque de vision. Donc oui, c'est sûr que ça peut affecter, d'après moi,
les résultats à la prochaine élection. Je pense qu'un des enjeux qui concerne beaucoup les gens, qui préoccupe beaucoup les gens, c'est l'environnement. Une des causes des émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup les transports, qu'il faudrait peut-être voir pour améliorer notre système de transport en commun. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est participation citoyenne, essayer de faire que les gens soient plus consultés par rapport au projet. S'il faut que je choisisse, là, c'est les deux là, dont je pourrais te parler maintenant, c'est ça, c'est la mobilité ou le transport. Puis de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut améliorer la participation citoyenne. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que les gens veulent. Puis, on peut passer toute notre vie là, en se préoccupant juste de nous puis de notre famille proche. Mais on peut aussi décider qu'on passe du temps pour nous, puis on passe du temps sur des choses qui sont importantes pour la société. Il y en a qui vont s'engager dans l'environnement, justement, ou les féministes. Pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement la cause qu'on choisit, mais c'est que les gens prennent un peu de leur temps et de leur énergie pour travailler pour la communauté. Fait que je suis optimiste par rapport à l'avenir. Pour conclure, les citoyens de la ville de Sherbrooke, surtout les jeunes, devraient s'impliquer davantage dans leur municipalité pour éventuellement faire une différence. Seulement 43% des Sherbrookois ont déposé leur vote en 2017. Votre vote pourrait faire une différence. C'était Arnaud Graveline pour la salle des nouvelles. Ces migrants vivent gratuitement sans contribuer, dénoncent les Grecs. La présence des migrants en Grèce démontre qu'une guerre raciale assez majeure a eu lieu. En effet, les résidents de ce pays antique commencent à en avoir marre de l'impact qu'ont les résidents des autres pays dans leur territoire. Par exemple, Elena Vassilikoudi, une propriétaire d'un petit hôtel de plaisance à Nea Vrasna, raconte que les touristes nous rappellent pour demander si les travailleurs ont des réfugiés dans la région et par la suite annulent leur réservation, explique-t-elle. Le gouvernement conservateur avait promis en septembre 2018 de déplacer des dizaines de milliers de migrants en attente sur les îles de la mer Égée avant juin 2019. Mais le manque de logements et la résistance des communautés rapprochées n'ont pas permis à la mise en place de ce plan. Le premier ministre Justin Trudeau tente d'obtenir un siège temporaire pour le Canada au Conseil de sécurité de l'ONU. Récemment, un montant d'environ 2 millions de dollars ont été dépensés pour la campagne en date du 31 janvier dernier. Le Canada affronte l'Irlande et la Norvège pour obtenir un de ces fameux sièges. Par contre, il ne reste que très peu de temps car le vote se prendra en juin. Seul le Sénégal a publiquement exprimé son intérêt pour appuyer le Canada. La dernière tentative remonte à 2010, alors que le conservateur de Stephen Harper avait dû abandonner au deuxième tour contre le Portugal. Un vol historique de l'homme-avion dans le ciel de Dubaï. L'homme-avion, en effet, français Vince Rofflet, a réalisé un exploit aérien historique à Dubaï au cours de la journée du 18 février. Celui-ci a volé jusqu'à une altitude phénoménale de 1800 mètres au-dessus du sol. Cet exploit légendaire a été réalisé par l'équipe des Jetmen, qui l'ont aidé avec leurs connaissances en ingénierie mécanique. À ce sujet, Vincent Rafflet a ajouté que c'est le résultat d'un travail d'équipe extrêmement minutieux, où chaque petit pas a géré d'énormes résultats. Tout a été planifié à la seconde près, et il a été ravi des progrès réalisés. Ainsi, grâce à cet exploit ingénieux, on peut prévoir de grandes avancées technologiques qui auront lieu lors des années à venir. Desjardins est de nouveau dans l'eau chaude pour avoir vendu des données de ses membres pour une somme de 40 000 $. La personne en question qui aurait payé pour des listes d'informations personnelles de membres du mouvement Desjardins, François Baillargeon-Bouchard, est sous-enquête pour l'Autorité des marches financières. L'AMF allègue que M. Baillargeon-Bouchard aurait payé la somme de 40 000 $ pour obtenir 6 listes de clients ayant des prêts hypothécaires chez Desjardins. Chaque liste renfermerait le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et toute information privée des... Après la pause, la scène culturelle, plein feu sur les journées de la persévérance scolaire, et M. Gilles Normand nous parle de son implication à la commission scolaire.
C'est pas moi, ça. Pas besoin de changer pour les autres, reste qui tu es. Je passais du temps avec mes enfants. J'allais me marier. J'allais voir mes amis à toutes les semaines, jusqu'à temps que je rencontre Caroline. Depuis ce temps-là, elle ne me lâche plus. Boire ou conduire, il faut choisir. La commission scolaire de la région de Sherbrooke est maintenant devenue un centre de service. Cette institution a rempli plusieurs fonctions importantes au sein de la communauté, tant pour son soutien au développement social que culturel, mais c'est aussi un pilier économique de première importance pour la région. Tout ceci n'aurait pas été possible sans la participation des membres du Conseil des commissaires. Aujourd'hui, Tommy Ménard s'entretient avec M. Gilles Normand, qui a présidé pendant plusieurs années ce conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous à la salle des nouvelles. Pour commencer, quelles raisons vous ont poussé à devenir président du Conseil des commissaires? J'ai été élu pour la première fois comme commissaire en 1998. Après ça, je suis devenu membre du comité exécutif, vice-président du conseil. Et là, en 2010, quand le président de l'époque a dû quitter pour des raisons de santé. Mais pour moi, je voyais vraiment ma place en devenant président à ce moment-là. Je me suis donné des mandats en devenant président, c'est d'être le plus présent possible dans la communauté pour qu'on parle justement des belles réussites de l'école publique, de tout ce que nous faisons pour faire en sorte que nos jeunes atteignent leur objectif. Je m'étais donné aussi comme mandat qu'on parle de la formation professionnelle, que l'on parle de la formation générale des adultes, qui sont aussi des voies de réussite dans notre organisation. De quel accomplissement êtes-vous le plus fier? Je vous dirais, quand on parle de réussite, c'est vraiment l'amélioration du taux de réussite de nos jeunes. On est maintenant rendu à 80 %. C'est une cible que le ministre nous avait donnée pour 2020. On l'a déjà atteint en 2019. On parle de l'année passée, mais on était vraiment fiers de ça. Et le taux de décrochage, on est rendu à 18 %. En 2003-2004, on parlait d'un taux de décrochage de 38,3 %. C'est vraiment une progression énorme. Mais ça, c'est des décisions que le Conseil a prises, de faire confiance à la recherche, d'impliquer, de créer une fondation pour les élèves et de soutenir des projets qui se font de réussite, qui se font dans toutes les écoles. Comment voyez-vous l'avenir des centres de services? Mais c'est un modèle complètement différent. On parle d'un conseil des commissaires, des gens qui étaient élus par l'ensemble de la population. Et là, maintenant, on va parler d'un CA, un conseil d'administration. Les objectifs ne seront pas les mêmes au niveau de la présence dans la communauté. Vous savez, je m'étais donné ce mandat-là d'être très présent. Est-ce que les gens de ces CA-là vont avoir ce mandat-là d'être présent alors que le seul porte-parole qui est annoncé présentement est le directeur général de la commission scolaire? C'est une de mes craintes, cette moins grande présence de la population pour soutenir la réussite des élèves. Et finalement, qu'avez-vous retenu de votre expérience en tant que président du Conseil des commissaires? Je vous dirais, c'est de travailler avec des gens extraordinaires, des enseignants qui sont engagés pour la réussite, des commissaires qui ont vraiment aussi travaillé à prendre des décisions importantes et de rencontrer de nombreux élèves à tous les jours qui me faisaient part de leurs problèmes, de leurs difficultés, mais qui continuaient à vouloir persévérer. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ne pas oublier que M. Gilles Normand était président du Conseil des commissaires. C'était Tommy Ménard pour la salle des nouvelles. Lors du 22 janvier dernier, l'école secondaire Dufort a décidé de promouvoir un tout nouveau projet pour l'année 2020. Les élèves de cette école vont dès maintenant avoir accès à une radio étudiante.
Cela a pour but d'amuser les adolescents et les rendre plus autonomes en leur donnant des responsabilités. Chad Courtemanche, Maxime Dauphinet et Gabriel Ouellet ont préparé ce reportage. Quels sont vos projets plus précisément ici? Bien, c'est clair qu'actuellement, on fait une diffusion en direct dans la salle publique. Ça, c'est, dans le fond, la principale chose qu'on veut faire. C'est clair qu'on va mettre de plus en plus de choses aussi sur le web, puis produire des balados-diffusions. Travailler là-dessus, former nos animateurs comme il faut, puis les journalistes, puis avoir une programmation musicale intéressante. On veut aussi faire beaucoup d'intégration. C'est pour ça qu'on a répertorié toutes les langues de l'école, puis on fait des identifications sonores dans toutes les langues pour justement que les élèves de toutes les nationalités se retrouvent dans la radio et qu'ils se sentent inclus dans le projet. Bon, en fait, merci beaucoup. Bienvenue, c'est un plaisir. En fait, qu'est-ce que tu aimes le plus de la radio étudiante ici? Donc, moi, je fais des bulletins nouvelles. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça m'incite à me tenir au courant de l'actualité. Et également, ça me permet de me déjeuner un peu. D'où est venue votre inspiration pour instaurer cette radio étudiante? Bien, c'est venu... Moi, avant d'être enseignant, j'étais journaliste. Je faisais de la radio, de la télé. Et puis, c'est pour ça que j'ai eu envie de reproduire ça à l'école en devenant enseignant, puis de partager mes connaissances du milieu avec les jeunes, puis certainement semer quelque chose qui va faire que peut-être il y en a qui vont faire une carrière là-dedans. Bonjour à tous. Un résident de Lévis à qui on avait oublié de dire qu'il était atteint d'un cancer poursuit le centre. La persévérance scolaire est très importante pour les enseignants de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Pour souligner la semaine de la persévérance scolaire, Caroline Dion ainsi qu'Annick et ses membres de l'école secondaire de La Montée ont organisé des conférences tous les matins pour les élèves. Vicky Bombardier, Lauriane Gagné-Letourneau et Alexia Jubinville se sont alliés pour interroger ces conférenciers. Passion, amour, dépassement de soi, détermination. Pour la semaine de la persévérance scolaire, Annick Essiambre et Caroline Dion, personnels de l'école secondaire de La Montée, ont organisé des conférences sur la persévérance scolaire. Chaque jour, des conférenciers différents sont venus nous parler de leur histoire sur la persévérance. Nous sommes allés leur poser quelques questions. Tout a commencé à partir du football. Je voulais être bon à l'école pour pouvoir jouer au football. J'étais un bon élève pour pas avoir de retenue, pour pas manquer de pratique. Je participais dans la communauté de l'école parce que je voulais que le football ait une bonne image. En fait, je me donne des défis pour toujours avoir une stimulation dans ma vie, pour être sûr que je tombe pas dans la routine trop, puis que je trouve pas la vie un petit peu trop plate. En fait, c'est juste la manière que tu le regardes. Quand tu fais un choix de changement d'orientation, en fait, ça ne devrait jamais ou c'est jamais lié à un échec. C'est lié à l'espoir de faire quelque chose que tu préfères. Ta décision doit toujours être motivée par l'amour de ce que tu veux aller faire. Ben, tant que tu es dans l'action d'aller vers ce but-là, tu fais l'effort de le faire puis que tu es encouragé à le faire. Au contraire, ça devrait vraiment pas être décourageant, ça devrait être quelque chose qui te motive à pousser. Puis souvent, sur le coup, tu te dis « Ah, tout l'effort gaspillé dans d'autres choses », mais c'est pas vrai parce que ça t'a fait avancer, ça t'a amené ailleurs, puis vraiment, c'est ce qui te permet de réussir encore mieux aujourd'hui, ce que tu es motivé à faire. Premièrement, actuellement, avec tous les changements que nous vivons dans notre société, alors ne pas aller à l'école, c'est se mettre des contraintes au niveau de l'emploi, c'est se mettre des contraintes au niveau des réalisations qu'on peut faire plus tard comme individu. C'était Lauriane Gagné-Letourneau, Vicky Bombardier et Alexia Jubinville pour la salle de nouvelles de l'école secondaire de La Montée. Anxiété, stress, dépression et grosse semaine d'examen. Tout ceci est un signe que nous approchons de la semaine de relâche. Gaël Nascimento-Thibault et Mariam Kidri ont demandé aux jeunes de l'école La Montée Pavillon Lobert quels sont leurs projets pendant leur congé. En
Enfin, nous y sommes. La semaine de relâche est à notre porte. Alors vous, que ferez-vous pendant la semaine de relâche? Mais je vais travailler, puis je vais faire le ménage, je vais aller au Carrefour. Je vais dire ça. Dormir. Je vais travailler. Je vais fêter ma fête. Je vois Mago. Je sais pas, je vais aller au ciné, je vais faire des bonnes trucs. Moi, je vais jouer aux jeux vidéo. Peu importe ce que vous ferez pendant la semaine de relâche, l'important c'est que vous passez de bon temps et que vous revenez en pleine forme pour la fin d'année. C'est donc ce qui conclut notre bulletin du 27 février, co-réalisé par Marek Sili et Samuel Hardeman, et vos présentateurs, Kevin Nguyen et moi-même, David Sirois. Un remerciement à toute l'équipe de la Salle des Nouvelles et retrouvons-nous sur le site Internet de la CSRS. Merci de votre écoute et à la prochaine.